Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes ravis que vous soyez si nombreux à assister à notre webinaire. Donc, bonsoir Benoît. Bonsoir Mélissa, bonsoir Ayoub, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir Benoît Aymonier, coach PCC, qui va nous parler de porter une attention juste aux choses, la crédulité et les gestes barrières. Donc, Benoît est ingénieur diplômé des arts et métiers en 88 et de l'SIE en 2001. Il est entrepreneur depuis 1994. Il a dirigé plusieurs structures, recruté, managé et formé de nombreuses équipes. Les challenges de gestion de l'humain sont bien plus difficiles à relever que les challenges d'ordre technique ou organisationnel. Ce point de vue est partagé par tous les dirigeants et managers qu'il accompagne. Par nécessité professionnelle et par vocation personnelle, il a développé de solides compétences en relations humaines et une expertise en intelligence émotionnelle. Il se forme au coaching professionnel en 2008 et obtient sa certification ICF en mars 2010. Il exerce aujourd'hui auprès d'une clientèle internationale. Pour Benoît, tout ce qui nous arrive nous parle de nous-mêmes. Par conséquent, tout est cadeau dans la vie pour se rapprocher de soi-même, à condition d'aller sentir et voir qui se cache derrière le voile des apparences. Il aide donc les personnes qui l'accompagnent à se découvrir elles-mêmes et à vivre en présence et en lien avec ce qu'elles sont profondément. Il est l'auteur du livre « Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même », publié en mai 2007 aux éditions Robert Laffont et en janvier 2019 aux éditions Montpoche. Dans cet ouvrage, foisonnant d'exemples, il entraîne le lecteur à la découverte de lui-même et expose des clés puissantes pour l'aider à se rapprocher de ce qui lui est profondément essentiel. Merci Benoît, je t'invite à commencer ta présentation. Merci Nefissa. Oui, alors ça se termine, se rapprocher de ce qui nous est profondément essentiel. C'est une vraie question et pour ça, justement, il faut pouvoir porter une attention juste aux choses. Objet du webinaire de ce soir que j'ai le plaisir d'aider. Porter une attention juste aux choses en portant une attention particulière aussi sur la crédulité et les gestes barrières, comment se prémunir de la crédulité. Alors, en introduction à cette présentation, je vais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais nous sommes en grand danger. Le grand danger, c'est de prendre des vessies pour des lanternes. C'est une expression qui veut dire se faire des illusions grossières sur les choses ou sur les gens et en fait se tromper lourdement sur les appréciations qu'on peut avoir sur les choses ou sur les gens. Pourquoi c'est un grand danger? C'est pas un grand danger en soi de prendre des vessies pour de lanternes, de s'illusionner ou de se tromper sur les appréciations qu'on peut faire. Le danger réside dans les conséquences que peuvent avoir des décisions que nous prenons si nous nous illusionnons ou en nous illusionnant sur ce que les choses sont réellement. Et quand je dis que c'est un grand danger avéré, puisque l'histoire est pavée de choses qui sont dramatiques. Et pour illustrer ça, de la même façon qu'avoir une carte erronée nous expose à des déboires dans un voyage, une carte qui nous annonce qu'il y a une route, sans nous prévenir qu'il y a un sens interdit, on va rester bloqué, qui nous dit qu'il y a un pont alors qu'il n'y en a pas, ou le contraire, qu'il n'y a pas de pont alors qu'il y en a, va nous faire un grand détour. Bref, la carte, c'est-à-dire la représentation qu'on se fait du territoire, du monde, si on s'illusionne là-dessus, ça peut créer des déboires. De la même façon, si on se représente les choses autrement que ce qu'elles sont, les choses c'est en général ce qu'est le monde, ce que sont les gens, notre environnement et nous-mêmes, eh bien ça nous expose à des conséquences qui sont parfois dramatiques. Alors, quelques exemples de conséquences qui peuvent être délétères, voire mortifères.
Le premier, c'est un petit saut dans l'histoire, c'est la saignée. Autrefois, la première barrière pour rester en bonne santé médicale, c'était la saignée. Les médecins, ils faisaient des saignées. Et ça partait d'une explication intuitive de la maladie. On se disait, voilà, on est malade, c'est qu'il y a un mal à l'intérieur et pour le faire sortir, on fait une saignée. Alors, la saignée, est-ce que c'était un principe de guérison ou plutôt de dégradation? Des siècles, voire des millénaires. Oui, des millénaires, hein, puisqu'on retrouve ce principe-là un peu partout, presque partout d'ailleurs, dans différentes cultures. Eh bien, on pensait que ça participait à la guérison. Et donc, en fait, on ne savait pas trop ce qu'il y avait. On faisait une saignée. Si quelques jours après on allait mieux, ben, c'était grâce à la saignée. Si on n'allait pas mieux, ben, on refaisait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis si on mourait, on disait que la maladie était trop forte. Voilà, c'était une façon de se représenter les choses. Et puis on prenait des décisions par rapport à ça. Bon, aujourd'hui, on sait que la saignée, ça ne guérit pas. Ben, au contraire, ça affaiblit. Sauf dans des cas extrêmement spécifiques. Autre exemple, là, mortifère pour des organisations, des sociétés, c'est les cas célèbres de Kodak et de BlackBerry. Kodak, quand la photo numérique est arrivée, et puis qui a dit non, tout le monde sera attaché au papier, et eux étaient attachés au papier, même s'ils étaient quand même au départ à la pointe de la photo numérique, eh bien, ils n'ont pas réussi à sortir de leur vision, de leur représentation, de leur paradigme. Et aujourd'hui, Kodak, qui était numéro 1, était leader, n'est plus. Pareil pour BlackBerry, dans la téléphonie, qui pensait que quand l'iPhone est arrivé avec les smartphones, des téléphones ou un écran, c'est pas sérieux, il faut un clavier. Et donc, ils se sont aussi accrochés à leur modèle, à leur représentation. Et en quelques années, BlackBerry a disparu. Autre cas, hein, où là, les conséquences des représentations qu'on nous fait ou les risques de se prendre des vessies pour des lanternes, ce sont les guerres. Il n'y a pas une guerre qui soit faite sans qu'il y ait de la propagande qui va avec, puisqu'il faut convaincre les gens, il faut justifier cela. Et puis la propagande en faisant croire à des choses qui sont fausses. Hein, en 1991, la guerre a été lancée en Irak, en partie, beaucoup, hein, ça a été justifié par une soi-disant existence d'armes de destruction massive qui n'était pas là. Et les gens l'ont cru. On a pris pour des vessies pour des lanternes, et puis on est parti en guerre, la fleur au fusil, mais ça, toutes les guerres. Et ce qui est intéressant avec les guerres, c'est que, quel que soit le belligérant, il n'y a que des gentils. Pour chaque belligérant, ce sont eux les gentils et les autres les méchants. Et donc chacun se représente les choses comme ça l'arrange, à tort ou à raison. Les génocides, comment c'est possible? Là récemment, je regardais, j'ai vu une émission sur le génocide au Rwanda, et comme quoi il y avait vraiment comment on a construit des croyances, des soi-disant complots pour préparer le terrain. En fait, il y a des choses terribles qui se passent, mais parce qu'on prend des vessies pour des lanternes, parce qu'on fait croire à des gens des choses qui n'existent pas. Le défi climatique, c'est d'actualité. On entend une chose et son contraire. Qui dit vrai? Avec des conséquences qui sont potentiellement terribles. Hein. Pareil pour le défi écologique. Vous savez que le 7e continent fait 1/6 de l'Europe, ou un tiers de l'Europe. Plus que ça, c'est 6 fois la France. C'est un continent de produits plastiques qui se regroupe dans le Pacifique Sud. Là aussi, on a des comportements où on peut être déconnecté de la réalité, ignorant, aveugle. Les défis économiques, ça aussi, et sociaux, c'est très d'actualité avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, qui nous plonge dans une crise économique où on va devoir reconsidérer notre façon de nous représenter le monde et d'organiser le monde. Donc ça, c'est un peu plus au niveau collectif, et là, au niveau individuel, tous les malentendus, les incompréhensions, quand d'un côté, on dit rond vert et que de l'autre côté, c'est compris carré bleu, il y a quelque chose qui fait que dans la représentation qu'on se fait des choses, c'est en décalage par rapport aux choses.
les mauvais choix que l'on fait et dont les conséquences sont terribles, hein, que ce soit par ignorance ou distorsion du réel. Et puis, je suis sûr que vous avez connu ça dans votre pratique, peut-être personnellement, les désillusions tsunamiesques, comme je dis, où on s'imagine les choses, on pense que d'un point de vue professionnel, personnel, on s'imagine les choses un petit peu idylliques, et un jour la réalité nous rattrape. Et la désillusion est forte et douloureuse. Avec à la clé quand même des souffrances pouvant mener à des drames irréversibles. Donc, nous sommes en grand danger, mais il y a des solutions. On ne va pas rester comme ça. Et on va voir ensemble, on va traiter de ça. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, la première chose dont on va parler, ce sont des choses. De quoi parle-t-on quand on parle de choses? Porter une attention juste aux choses, ça veut dire quoi? C'est porter une attention juste à quoi? Et puis, on va voir quel est le lien que nous avons avec les choses. Et on va définir ce qu'est la crédulité, ce qui nous fait croire autre chose que ce que les choses sont. Et on va voir aussi comment nous en prémunir, aussi bien pour soi que pour nos clients et les aider à être au plus proche de ce qui est. Porter une attention juste aux choses. Alors, je vous propose un premier sondage qui va peut-être vous paraître un peu bizarre ou un peu stupide, mais je vous propose de le faire tout à fait sérieusement, d'y répondre tout à fait sérieusement. Et la question, c'est quelle est la forme de la Terre? Et je vous propose 3 options de réponse. Et première réponse, c'est plate. Deuxième réponse, c'est ronde. Troisième réponse, c'est je ne sais pas. Alors, soit vous pensez que la Terre est plate, soit vous pensez que la Terre est ronde, soit vous pensez je ne sais pas. Alors, si vous pensez que quand je dis ronde, si c'est ni l'un ni l'autre, si vous pensez que c'est encore autre chose, hein, je ne sais pas, cubique, comme ce que vous voulez, ben, vous mettez dans je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, c'est l'une des 2 autres. Et vous allez voir que cette question qui peut paraître pour certains bizarre, mais elle n'est pas si bizarre que ça, elle n'est pas si anodine que ça. Donc je vous laisse répondre. Et dès que vous avez répondu, vous allez voir que moi, quand j'ai fait la recherche concernant cette question, j'ai été très étonné par les chiffres. Et j'ai été très étonné par ce qu'il en est. Ah, ça, c'est intéressant. Voici les résultats. 18% pensent que la Terre est plate. Super. 61% pensent que la Terre est ronde. Et 21% ne sait pas. Excellent. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce que vous entendez par je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, si je voulais être tout à fait rigoureux sur la réponse, ce serait ni plate ni ronde en fait. Parce que la Terre est sphérique, et elle n'est pas vraiment sphérique, elle est un petit peu aplatie sur les pôles et un petit peu élargie au niveau de l'équateur du fait de la rotation. Donc si on veut être très très rigoureux, elle est ni plate ni ronde. Mais sinon, elle est plutôt ronde. De ce qu'on sait, l'état de la connaissance aujourd'hui dit qu'elle est ronde, et pourtant, il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'elle est plate. Et c'est pas moins de 16% de personnes aux États-Unis qui pensent que la Terre est plate. Et 7% au Brésil. Et quand je vous disais tout à l'heure que prendre des vessies pour des lanternes, ça peut être dangereux, avec des conséquences mortifères, eh bien, le 22 février, il n'y a pas si longtemps que ça, en plein désert californien, Mike Hughes, dit Mad Mike, s'est tué dans une fusée qu'il a fabriquée lui-même, et parce qu'il voulait prouver que la Terre était plate. Donc, ce n'est pas anodin. En fait, la façon dont on se représente les choses, le monde, nous-mêmes, ça contribue à la façon dont on vit notre vie dans le monde. Et donc, est-ce que la Terre elle est plate? Pourtant, on sait depuis très longtemps que la Terre est ronde. Depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité, et même avant, vous le savez, mais Ératosthène a mesuré la circonférence de la Terre.
Et il a trouvé 39 375 km, une mesure très proche de la réalité. Hein, aujourd'hui, on mesure la circonférence à 40 000 km. Pour la petite histoire, comment a-t-il fait? Il a observé qu'à Sienne, il y avait au solstice d'été, le soleil était à la verticale d'un puits. Donc il s'est dit, parce qu'il pouvait voir le soleil au fond du puits. Il s'est dit, ben voilà, à Sienne, voilà, on a une indication de où se trouve le soleil. Et puis il a mesuré l'ombre portée à Alexandrie que faisait le rayon du soleil le même jour. Et puis il en a déduit l'angle que faisait le rayon du soleil à Alexandrie. Il avait l'angle qui était à la verticale à Sienne. Il a fait un calcul de trigonométrie. Il a calculé la distance entre Sienne et Alexandrie. Et il a trouvé ce résultat étonnamment précis pour l'époque. Et il a compté ça en stade. Autrefois, ça se comptait en stade. Donc, on le sait depuis très longtemps. Et puis, non seulement on le sait par le calcul, mais on le sait aussi par... on l'a vu avec les images satellites, etc. Alors, comment une telle disparité est-elle possible? Comment on peut, pour certains, croire que la Terre est plate et d'autres qu'elle est ronde? Eh bien, parce que finalement, nous ne percevons les choses qu'à travers l'interprétation des stimuli sensoriels et les représentations que nous nous en faisons. Et les représentations que nous nous faisons des choses et du monde, cela constitue notre réalité, qui est subjective, qui nous appartient. Et chacun a se fait ses propres représentations et sa réalité subjective. Et en fait, nous sommes en lien avec le monde réel, tout ce qui nous entoure, et ce que nous sommes exclusivement à travers notre réalité subjective. La lumière, par exemple, n'a pas de couleur. La lumière, c'est une énergie lumineuse qui vient... les choses n'ont pas de couleur. Comment on voit les choses? C'est parce qu'il y a une énergie lumineuse qui vient se refléter sur les objets. Il y a une partie de l'énergie qui est absorbée, une autre qui est reflétée, qui vient frapper la rétine de notre œil. Et puis, on a des bâtonnets, on a des cônes dans nos yeux. Nous en avons 3 qui détectent les longueurs d'onde, rouge, vert, bleu, et ça va, dans notre cerveau, produire une image visuelle avec la couleur. Et donc, mais les objets, le monde n'a pas de couleur. Nous le percevons avec couleur parce que nous avons cette sensibilité. Les oiseaux ont 5 cônes. Ils la voient encore beaucoup plus détaillée en termes de couleur. C'est comme si nous, on voit avec un écran cathodique et les oiseaux, ils voient avec un écran 4K. Et il y a même des animaux qui ont 16, qui ont une résolution très importante. C'est comme autrefois, on voyait des appareils photo avec quelques mégapixels. Aujourd'hui, c'est des millions, des gigas. Donc, pareil pour le son. Le son, c'est une vibration de l'air. Ça n'a pas de bruit. On entend du bruit parce qu'on a de la sensibilité, on a des sens, un sens qui nous permet de créer une image sonore dans notre cerveau. Alors, observez cette image. Et je crois ne pas me tromper si je vous dis que vous voyez la couleur de la case A différente de la couleur de la case B. Et pourtant, elles sont strictement de la même couleur. Alors, je vous montre que ce n'est pas truqué. Je vous passe l'image l'une après l'autre. C'est-à-dire que là, vous la voyez vraiment B différente de A. Et là, si je relie A et B, on voit que A et B sont effectivement de la même couleur. Je les mets l'une à côté de l'autre pour que vous voyez. Et ça, notre cerveau construit une image à partir de ce qu'il sait, à partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il a emmagasiné comme expérience, et à partir bien sûr des stimuli de ce qu'il voit. Mais l'image qu'il va produire, c'est une image qui va devoir faire sens par rapport à ce qu'il constitue et ce qu'il a en mémoire. Et finalement, ça n'est pas forcément une image qui correspond à la réalité, puisque là, on voit bien que B, on perçoit cette case B d'une couleur différente que la case A. Donc déjà, c'est important de savoir que la façon dont nous percevons, là c'est une illusion cérébrale, ce n'est pas une illusion d'optique. L'illusion d'optique, les yeux perçoivent bien ça, c'est une illusion cérébrale qui nous fait représenter l'image différemment. Et
donc c'est une chose importante à savoir que nous représentons les choses, ça ne représente pas forcément la réalité. Et il faut savoir aussi que le cerveau bouche les trous. Je pense que vous pouvez voir ici sur l'image de droite, je suis sûr que vous avez l'impression qu'il y a un triangle blanc qui est posé sur le triangle noir avec les trois disques de chaque côté. Alors que la réalité de l'image, ce sont 3 disques avec un camembert retiré et puis 3 V, enfin 3 V qui sont disposés de sorte que ça fait un triangle, ça fait l'illusion d'un triangle. En fait, là, on voit que le cerveau bouche les trous. Notre cerveau va constituer des images qui vont faire sens et qui vont nous permettre d'interagir de la façon la plus adaptée et la plus efficace par rapport à notre environnement. Ce qui fait que si on veut avoir une attention juste aux choses, eh bien parfois, on est amené à penser contre son cerveau. Ça, je cite Gaston Bachelard, qui est un philosophe des sciences du début du XXe siècle. Porter une attention juste aux choses, en science souvent, c'est penser à contre-courant aussi du bon sens, voire c'est penser à l'encontre de ce que l'on observe. Et je vais vous donner un exemple pour cela. L'exemple, c'est l'exemple de la chute des corps, qui, jusqu'à Galilée, Aristote avait une loi comme quoi plus un corps est massif, plus il tombe vite. Et Galilée avait observé un certain nombre de choses qui lui paraissaient bizarres, et il a fait une expérience de pensée pour vérifier que cette loi était bien correcte. Et son expérience de pensée était d'associer une grosse pierre et une petite pierre avec une ficelle. Et puis, donc l'ensemble, petite pierre, grosse pierre, ficelle, c'est un ensemble qui est plus lourd que la grosse pierre, les deux. Mais il s'est dit, bah, si je lâche ça, bah, les deux vont tomber, mais la grosse pierre va tomber plus vite que la petite pierre. La petite pierre va faire parachute. Et donc, ça aboutit à la conclusion que l'ensemble petite pierre, grosse pierre tombe moins vite que la grosse pierre, mais selon la loi, ça tombe plus vite que la grosse pierre. Donc il y a un paradoxe qui est là. Et donc pour Galilée, il a dit, ça veut dire que toutes les pierres, les deux pierres, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Et si elles ne tombent pas à la même vitesse, ce n'est pas à cause de leur masse. C'est à cause pour d'autres raisons, la résistance à l'air, la poussée d'Archimède. Mais vous voyez que ce qu'on observe, c'est effectivement une pierre va tomber plus vite qu'une plume. Et on pourrait se dire que parce que c'est plus lourd, ça tombe plus vite. Et ce qu'on observe, eh bien, pour pouvoir voir le réel tel qu'il est, il faut pouvoir faire un pas de côté et puis voir les choses au-delà des apparences, penser contre son cerveau, aller à l'encontre du bon sens et se faire des représentations et après confronter ces représentations à travers l'expérience. Et cette expérience, je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous avez fait des cours à l'époque, dans un tube en vide, on voit bien qu'on fait tomber une bille de plomb et une plume dans un tube où on a fait le vide. Au lycée, je me souviens d'avoir vu ça. Et effectivement, les deux tombent à la même vitesse. Alors, quel lien avons-nous avec le réel? Eh bien, on peut faire cette affirmation. Je suis en lien avec le réel objectif, c'est-à-dire la réalité du monde et de moi-même, à travers des représentations subjectives que je me fais du monde et de moi-même. Et ces représentations, c'est important de le souligner, c'est des représentations qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire qui ne sont pas réelles d'un point de vue objectif. Elles sont réelles en termes de représentation, mais mes représentations ne relèvent pas du réel objectif. Alors, je vais vous faire un deuxième sondage à ce stade. Juste une précision sur ce que j'ai dit juste avant, pour préciser. Je suis en lien avec le réel objectif à travers des représentations subjectives, représentations qui ne sont pas réelles. Pour préciser, je vous donne, peut-être que vous connaissez le tableau de Magritte qui représente une pipe. La représentation, le tableau représente une pipe et on peut dire que le tableau existe en tant que tableau, de la même façon que la représentation que je me fais du monde existe en tant que représentation, c'est une réalité, mais le tableau n'est pas une pipe. Il représente une pipe, mais ça n'est pas une pipe. C'est pour ça que je dis que les représentations que nous nous faisons du réel ne sont pas réelles. Alors, sondage.
puisque la seule chose qui existe pour nous, c'est notre réalité subjective. Question, existe-t-il un réel objectif en soi? Est-ce que le réel existe? Réponse, oui, non, je ne sais pas. Et je vous pose cette question parce que je vais vous dire un peu après, mais cette question qui peut-être, d'ailleurs comme le premier sondage, qui aurait pu paraître évident, et vous voyez que non, les réponses ont été très variées, à l'image de ce qu'est l'humanité, hein, très variées, à l'image de ce que sont la façon dont on se représente le monde, qui relève du sujet, de chacun. Et donc, il va y avoir autant de représentations qu'il y a de sujets. Après, certaines représentations peuvent correspondre les unes avec les autres et d'autres pas. Alors, répondez le plus honnêtement possible à cette question. Est-ce que le réel existe? Est-ce que le monde existe? Est-ce que si je ne suis pas là, est-ce que... Ah, ça c'est intéressant. Voici les réponses. Le réel objectif existe-t-il en soi? Oh, 50% disent non. Alors, ça veut dire que vous pensez que... Alors, peut-être que j'ai mal formulé la question, mais ça veut dire que le verre que je tiens dans ma main existe parce que je suis là, que je le touche, que vous le touchez, mais si je ne suis pas là, il n'existe pas. Donc, croire que le réel existe en soi, c'est croire que le verre existe, la Terre, les planètes, les galaxies, tout ce qui existe indépendamment du fait que quelqu'un soit là pour le voir, le sentir. Quand on répond non, on ne pense pas ça. Alors, une des hypothèses qui fait que certains ont répondu non, et je connais de personnes qui pensent comme ça, c'est que nous sommes dans une simulation informatique, par exemple. Donc, à l'image du film Matrix, nous sommes dans une réalité totalement virtuelle. Mais cette hypothèse-là reporte juste d'un cran l'existence du réel physique. C'est-à-dire que même une réalité virtuelle repose sur un support physique matériel, les ordinateurs. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, merci pour vos réponses. En ce qui me concerne, je répondrai oui, mais en toute rigueur, effectivement, je comprends très bien qu'on puisse répondre « je ne sais pas ». Parce que c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, puisque comme on est en lien avec le réel uniquement à travers la représentation qu'on s'en fait, qui elle n'est pas réelle, c'est un débat qui n'est pas tout à fait tranché. Il y a un fort consensus sur le fait que le réel existe, mais il y en a qui pensent différemment, et ce sondage en est la preuve. Alors, pour ne pas rentrer dans un débat philosophique complexe sur l'existence et le statut du réel, dans la suite de cette présentation, je postule l'existence du réel. C'est-à-dire que le réel existe. Il existe en tant qu'objet. La planète, les vers, tout ça, ça existe, ça a existé avant, ça existera après nous. Il existe en dehors de nous, de soi, c'est-à-dire en dehors de nous en tant que sujet, indépendamment du fait qu'on puisse l'observer et le représenter. À partir de ça, à partir du fait que le réel existe, on va essayer de voir c'est quoi le réel. Quel est comment on peut le cerner? Eh bien, prenons l'univers qui est de fait l'ensemble de tout ce qui existe, aussi bien ce qui est inaccessible que ce qui est observable. Donc c'est tout ce qui existe. L'univers, c'est tout ce qui existe. Il y a une partie de réel inaccessible et puis une partie de réel accessible, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Et dans cet univers observable, on peut distinguer deux formes de réel, le réel connu et le réel inconnu. Alors, quels sont-ils? Je vais considérer que le réel connu, c'est ce que l'on peut observer et dont les modèles de représentation ont été validés suite à la confrontation au réel à travers l'expérimentation. Par exemple, la théorie de la relativité a été validée.
Une croyance, on sait comment on le sait. Une connaissance, c'est ce que l'on sait, on sait quelque chose et on sait comment on le sait et on a pu le confronter à la réalité. Et donc là, en l'occurrence, la théorie de la relativité, qui a été découverte en 1905, restreinte et 15 par Einstein pour la générale, qui a été validée avec des précisions vertigineuses, et qu'on compare avec la façon dont on prédit les phénomènes grâce aux équations, et bien quand on compare la mesure avec le calcul, quand ça correspond, on se dit « Ah tiens, la représentation que je me fais correspond à la réalité ». Et c'est le cas avec la théorie de la relativité, avec en 2016 la découverte des ondes gravitationnelles, où on a pu les observer avec 2 trous noirs qui se sont choqués, qui ont fusionné et qui a fait une onde énorme, et on a pu mesurer ça. C'est quelque chose, c'est vraiment une façon de comprendre, de modéliser le monde qui est étonnante et qui est redoutablement précise avec la description des phénomènes. Pareil pour la mécanique quantique, et qui sont des modèles mathématiques, mais qui rendent compte aussi terriblement bien de ce que sont les mécanismes et les phénomènes au niveau, là, plutôt dans l'infiniment petit. Et la mécanique quantique, ça nous accompagne tous les jours. Il y a des tas de choses qui existent grâce à la mécanique quantique. Les flashs, les flashs mémoire, les ordinateurs, les GPS, ça nous accompagne dans notre quotidien. Et qu'est-ce qu'on va considérer comme le réel connu? Eh bien, c'est ce que l'on peut observer, inconnu, pardon. Le réel inconnu, c'est ce que l'on peut observer, mais dont on n'a pas pu élaborer des modèles de représentation qui ont pu être validés par l'expérience. Et donc, on peut essayer d'expliquer ce réel inconnu, on peut avoir des hypothèses, mais tant qu'on ne l'a pas confronté à la réalité, à travers l'expérimentation, ça ne garde que le statut d'hypothèse, plus ou moins probable. Ce qui est le cas avec le Big Bang. On a de bonnes connaissances sur la cosmologie et on sait bien jusqu'où ça va, jusqu'au mur de Planck, mais là, on ne sait pas. Et il y a des théories comme la théorie des cordes qui permettent d'aller plus loin. Donc voilà, pour faire la part des choses, réel connu, réel inconnu, et la connaissance, c'est finalement de savoir comment on sait ce que l'on sait. C'est ce qui va distinguer une connaissance d'une croyance. Tant qu'on ne sait pas comment on le sait, c'est une croyance. C'est pour ça que dire que la Terre est ronde, bon, c'est intéressant, mais c'est intéressant de savoir ce qui fait, comment on le sait, comment on l'a su, comment on l'a découvert. Si on a juste cette connaissance parce qu'on nous l'a dit, ça a le même statut que la croyance. Donc, ici, il y a un certain nombre de références qui permettent d'aller plus loin pour faire la différence, pour en savoir un peu plus. Et alors, on va se pencher maintenant sur la notion de réalité. Le réel, on a vu ce que c'était, c'est le réel objectif. Donc, il y a effectivement le réel objectif qui correspond à la réalité objective, qui est attachée à l'objet. On a bien la même racine entre objet et objectif, et qui parle de quelque chose qui existe en soi, en tant qu'objet, indépendamment de la capacité de le percevoir, de le décrire ou de le représenter. Et donc, quand je dis le réel existe, le réel objectif existe en dehors de soi, c'est-à-dire en dehors de nous. En dehors de nous, sujets qui sommes en mesure de pouvoir l'observer. Il y a aussi la réalité subjective, c'est-à-dire une réalité attachée au sujet, qui, elle, n'existe qu'à travers un sujet aux capacités à la fois cognitives de représentation et d'abstraction. Et à l'image du tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, le tableau représente la pipe, mais elle n'est pas une pipe. La réalité subjective existe en soi en tant que réalité, c'est une réalité objective du fait que la réalité subjective existe, mais la réalité subjective en soi n'est pas objective, c'est juste une représentation. Le tableau existe en tant que tableau, il n'existe pas en tant que pipe. Impossible de fumer du tabac avec le tableau de Magritte. Et puis, il y a aussi la réalité intersubjective. Ce sont les croyances partagées par un grand nombre de sujets. Et cette réalité n'existe que dans la mesure où
il y a un nombre suffisant d'individus qui vont partager les mêmes croyances, les mêmes représentations. Et de cette réalité intersubjective découlent des artefacts qui sont, eux, bien réels, bien objectifs, comme les billets de banque, les drapeaux, les passeports, les frontières. Mais une nation, un pays, la monnaie n'existe que parce que tout le monde partage la croyance. Ça n'a pas d'existence en soi. Une frontière existe en tant qu'artefact parce qu'on va voir des murs, des douanes, des barrières, mais la frontière n'existe et n'a du sens que tout le monde est d'accord que d'un côté c'est un pays et de l'autre côté c'est un autre pays. Vous voyez, il y a ces trois réalités qu'il est important de considérer, de prendre en compte pour porter une attention juste aux choses. Donc il y a cette réalité objective attachée à l'objet, la réalité subjective attachée au sujet, et la réalité intersubjective qui est attachée qui correspond aux croyances et aux représentations partagées par un grand nombre. Alors, porter une attention juste aux choses, c'est aussi faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est vrai. Et là, vous voyez dans ce schéma, il y a un cylindre qui est avec une ombre portée du cylindre dans un sens, dans l'axe qui représente un cercle, et dans l'autre qui représente un carré. Alors, rappelons la définition de réel. Qu'est-ce qui est réel? Ce qui est réel, c'est ce qui appartient à la nature, qui a lieu en tant que processus physique, qui existe de manière autonome, qui n'est pas le produit de la pensée, qui se produit effectivement et qui n'est pas le produit de l'imagination. Voilà, le réel, ce qui est réel. Et la réalité, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. C'est pour ça que la réalité existe. Elle existe effectivement, et même si ça n'est pas un objet, et qu'il y a plusieurs réalités. Et la vérité, eh bien, la vérité, c'est la correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir dire dans ce schéma que le cylindre, l'objet, est réel, que si une personne qui observe le cylindre dans l'axe et qu'il dit que c'est rond, ce qu'il va dire est vrai. C'est effectivement une façon de voir le cylindre et de se le représenter comme ça, sous forme de rond, c'est vrai. Et c'est tout aussi vrai d'une personne qui va être perpendiculaire à l'axe du cylindre et qui va voir un carré, qui va dire c'est un carré. En fait, accéder au réel, c'est voir les choses sous différents angles, mais de toute façon, on va avoir une vision partielle. Une autre image qui montre que voilà, quel est réel, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai, c'est selon qu'on se passe d'un côté ou de l'autre de quelque chose, d'un signe qui représente un 6 ou un 9, eh bien, celui qui est d'un côté va dire que c'est 6, et il a raison, et l'autre qui dit que c'est 9, il n'a pas tort, puisque tous les deux disent quelque chose qui est vrai. D'où l'importance d'avoir cette conscience que finalement, moi, je ne vois les choses qu'à travers le bout de ma lorgnette, et j'ai une vision du réel qui est partielle et biaisée. Très important d'être conscient de ça, et ça participe au fait de porter une attention juste aux choses. Alors, comment accéder au réel objectif? Eh bien, on y accède. Première chose à savoir, c'est qu'on n'y accède jamais totalement, puisque de toute façon, ça passe par notre système de représentation. Nous décrivons la réalité objective à travers notre réalité subjective, qui est de fait subjective. Donc, on n'accède jamais totalement au réel objectif. Mais on peut s'en rapprocher. On peut, par exemple, le cylindre, le voir d'un côté, le voir de l'autre, le voir par-dessous. On peut le voir de multifaçons. On ne pourra jamais le voir dans sa totalité, mais on peut se rapprocher au plus proche de ce qui est. Et on peut confronter nos représentations à la réalité. Et une démarche qui permet de faire ça, c'est la démarche scientifique. C'est qu'on observe des choses, on établit des modèles, des théories, des représentations qui vont nous permettre de faire des prédictions et de construire une expérience qui, après avoir effectué l'expérience, on va pouvoir en observer les résultats. Et puis, si les résultats de mesure correspondent à ce qu'on a prédit, ça va valider le modèle, la représentation. Si ce n'est pas le cas, s'il y a un écart, eh bien, ça va nous l'invalider. Il va falloir soit la modifier, soit la rejeter.
C'est pour ça qu'en science, on dit que c'est vrai, c'est vérifié jusqu'à preuve du contraire. Et contrairement au dicton, c'est l'exception qui confirme la règle. En science, quand il y a une exception, en général, ça invalide la règle. Ce qui a été le cas avec Neptune, une anomalie qui a été découverte à l'observation de la trajectoire d'Uranus. Et puis, grâce aux équations de Newton, on s'est dit, peut-être que c'est parce qu'il y a une autre planète qui vient perturber cette trajectoire. Ils ont fait les calculs, un astronome a regardé, et c'est comme ça qu'on a découvert Neptune. On l'a découvert sans le savoir, sans l'avoir vu, avec les calculs. Puis il y a eu la même chose avec Mercure, avec le pérhélie de Mercure. Il y avait une différence, d'après les calculs de Newton, de 43 secondes d'arc. Et puis cet écart a été résolu grâce aux équations d'Einstein qui sont venues totalement révolutionner, donc une toute nouvelle théorie, vraiment révolutionnaire, qui change tout, et qui a permis de résoudre ce décalage entre les équations et l'observation. Donc, la démarche scientifique, il y a une vidéo du CEA qui explique ça, très bien. Alors, on vient voir comment accéder au réel objectif en confrontant les représentations qu'on se fait des choses du monde à la réalité, ne pas prendre tout pour argent comptant et aller vérifier. Et puis, comment accède-t-on au réel subjectif? Eh bien, puisqu'elle est attachée au sujet, on n'y a accès qu'à travers, le questionnement, et 2, l'interprétation. Et là, on est, nous, coach, très versés dans ces techniques. Et donc, voilà un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Comment te sens-tu? Que penses-tu? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Qu'es-tu en train d'imaginer? Que comprends-tu? Autant de questions qui permettent de se représenter ce que l'autre est en train de se représenter. En fait, on va se faire une représentation subjective de la représentation subjective des autres. Alors, on prend comme exemple, j'ai choisi de prendre comme exemple l'infodémie du Covid-19 avec les gestes barrières qu'on peut y associer pour se prémunir de cette infodémie. Alors, je vais vous poser un dernier sondage. Le Covid-19 est-il un virus? Vrai, faux, je ne sais pas. Bon, on n'a pas trop de temps, donc je vous invite à y répondre mentalement, et puis je vais vous donner la réponse. Alors, le Covid-19 est-il un virus? En fait, d'abord, aujourd'hui, on ne dit pas le Covid-19, on dit la Covid-19, et la Covid-19 n'est pas un virus. La Covid-19, c'est la maladie qui découle du virus. Donc, la bonne réponse était faux. Et j'ai induit en erreur parce que j'ai dit le Covid-19, parce qu'au début, tout le monde disait le Covid-19, et après, l'OMS a dit que ça se dit la Covid-19, c'est la maladie issue du Covid-19. Alors, quelques infos, quelques infox liés à la Covid-19. Il aurait été volé dans un laboratoire canadien par des espions chinois. Il contient des insertions du VIH. Il a été créé artificiellement, breveté par l'Institut Pasteur. Ça fait un buzz. C'est quelqu'un qui a pris un brevet en 2003 et puis sur le coronavirus, le SARS-CoV-1, qui effectivement était là en 2003. Et il a repris des choses un brevet qui existe vraiment. Et ça fait un buzz, ça fait des millions de vues, mais c'était complètement bidon. Un groupe financier par Bill Gates a breveté le Covid, etc. Même la 5G serait liée à la pandémie. On a entendu tout et n'importe quoi, mais le problème, c'est que certaines fake news ont eu des conséquences mortifères, puisqu'une fausse information a fait des victimes en Iran. La fake news qui indique que l'alcool neutraliserait le coronavirus, ça a semé la confusion, et entre le 20 février et le 7 avril, il a été dénombré 728 décès à cause de l'injection de méthanol toxique. Donc, ça n'est pas anodin. Là aussi, je vais vous faire le sondage pour vous-même. Auto-évaluez, s'il vous plaît, votre crédulité. Alors, allez-y, répondez vite. Selon vous, est-ce que vous vous considérez comme pas du tout crédule, un peu crédule, beaucoup crédule, extrêmement crédule? Ok. Alors, votre réponse,
vous appartient. Sachez que on est tous crédules. On est tous crédules, personne n'y coupe. En fait, être crédule, c'est quoi? C'est croire facilement, un peu, voilà. Ah, pas du tout. Donc, les 4% qui disent pas du tout, en fait, non, on l'est tous. C'est inhérent à notre mode de fonctionnement. Merci. Et donc, c'est croire facilement à ce qu'on nous raconte. Et en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Il ne faut pas confondre la crédulité avec la bêtise. Et le niveau d'étude, de conscience et d'intelligence n'immunise pas contre la crédulité. Ça résulte de la transaction entre deux filtres, à la fois cognitifs et émotionnels. Et on bascule entre le rationnel et le désirable. Donc, il y a deux choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. C'est nos biais cognitifs et nos émotions. Pareil, nos biais cognitifs, on y est tous. On en a tous. Et donc, comme le dit Gérald Bronner, un sociologue qui a écrit La démocratie des crédules, c'est en quelque sorte une baisse de notre vigilance rationnelle et il nous appartient à chacun de renforcer notre système immunitaire intellectuel. Quels sont les pièges de la crédulité ? Eh bien, attention à nos envies de croire, avec les biais de confirmation. Ça va privilégier des choses qui confirment ce que l'on croit et ça va écarter ou donner moins de poids à ce qui viendrait en défaveur de notre croyance. Attention à notre besoin de croire, qui s'ancre souvent dans un besoin de sécurité, de contrôle, et notre besoin de donner du sens, parce que notre cerveau pousse les trous. Et puis, attention à nos illusions cérébrales que nous avons vues. Et une chose aussi très importante à laquelle il faut faire attention, c'est attention à l'illusion de connaissance, parce que c'est plus dangereux que l'ignorance. On croit savoir, mais en fait, on se trompe souvent. Quelques biais qui participent à la crédulité, à la façon dont on s'illusionne sur les choses, nos biais de confirmation, on préfère des éléments qui confirment plutôt que ceux qui infirment nos croyances. Biais d'attribution, on va plutôt croire que les gens sont hostiles, on va prendre les choses plutôt mal, une remarque, on va prendre ça comme hostile vis-à-vis de nous, biais d'autocomplaisance où on va s'attribuer les succès et les échecs, on va dire c'est la faute des autres, l'illusion des séries, le syndrome du parieur, qui dit ah bah si le rouge est tombé 10 fois, je vais jouer noir à la roulette, alors que non, à chaque fois c'est 50% de chance qu'il vous fasse. Quel que soit le nombre de fois qu'il y a eu avant, il y a à chaque fois 50% de chance. Bon, il y a tout un nombre de biais, comme le biais des coûts irrécupérables, le biais de survivance, qu'on se focalise sur les succès, et donc on prend des mesures par rapport au succès, mais sans tenir compte des échecs, comme pendant la guerre, on voyait les avions revenir, la Royal Air Force voyait les avions revenir avec des impacts sur les ailes, il se dit « Ah, il faut pas en faire les ailes ». Mais ceux qui avaient des impacts ailleurs, c'est-à-dire sur la carlingue et sur le moteur, ils ne sont pas revenus parce qu'ils sont morts. Donc attention, c'est pas parce il faut prendre en compte la totalité. L'effet Barnum, très utilisé dans l'astrologie, et l'oubli de la fréquence. Ça, c'est un exemple pendant le Bataclan. Il y a un tweet qui est passé quelques jours avant, attentat à Paris, 120 morts, 270 blessés. Et les gens ont vu ça et se sont dit ah, c'est presque ce qu'il y a eu, donc ils le savaient déjà, ça a été publié 2 jours avant. Et il y a toutes des théories qui se sont passées là-dessus, comme quoi c'était un complot. Alors que ce tweet, c'était un tweet parmi des centaines, c'était des robots à tweet qui balançaient ça pour faire être des aspirateurs à clics. Il y avait exactement les mêmes tweets sur l'Ebola. Épidémie d'Ebola, 120 morts, 270 blessés. Donc, il faut vraiment avoir l'attention juste aux choses, c'est voir les choses autant que faire se peut dans sa globalité. Alors, comment se prémunir ? C'est voir qui nous parle et voir quelles sont les sources, prendre le temps de vérifier et se méfier de ces biais cognitifs. Je vais passer vite là-dessus pour arriver à ce qui nous concerne sur le coaching. Et des gestes barrières par rapport à la connerie virale, comme le dit cette chaîne Defecator. Si on ne sait pas, on se tait. Si on ne peut pas vérifier, on ne partage pas. Et puis, si on voit du n'importe quoi, on réagit, dit non, ça, c'est n'importe quoi. Alors, porter une attention juste aux choses, les gestes barrières en coaching, les bons réflexes en coaching. Une chose
vraiment essentiel qui va nous aider et aider nos clients, hein, à porter une attention juste aux choses, ça va être de distinguer clairement ce qui relève de la réalité objective et de la réalité subjective. En fait, et de distinguer tout ce qui va relever des faits. Et puis, qu'est-ce qui relève de l'observation des faits ou de l'évaluation des faits, de l'interprétation, des suppositions, des jugements, de l'extrapolation, des émotions, des connaissances, de nos sentiments, de nos croyances, des films que nous nous faisons, qu'est-ce qui relève de la perception. En fait, vous voyez, vous avez un ensemble de mots, un nuage de mots qui vous donne une idée de ce qu'il est vraiment important de distinguer. Et quand on fait une supposition, de dire on fait une supposition et de ne pas dire voilà, il a fait ça. Non, je suppose qu'il a fait ça. Et quand on est là en train de penser souvent à l'intention des gens, bon réflexe justement pour débusquer sur les suppositions, eh bien, quand on pense que quelqu'un a eu une intention vis-à-vis de nous, dans la plupart des cas, 100% des cas, c'est une supposition. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus si l'autre nous dit « j'ai eu l'intention de faire ça ». Mais si l'autre ne nous a pas dit l'intention qu'il avait de faire de ce qu'il a fait, ça n'est qu'une supposition. Pareil sur les émotions, on peut voir quelqu'un, on peut dire « ah, il est en colère, ah, il a peur, etc. » Et on peut avoir des indices, effectivement. Mais finalement, tant que l'autre ne nous dit pas ce qu'il vit, comment il le vit, ça n'est qu'une supposition ou une interprétation. Pareil pour les pensées, pareil pour les actions, pareil pour la façon dont se sont déroulées les choses. Si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, ce ne sont que des suppositions et idem pour le contexte. Donc, très important, porter une attention juste aux choses, c'est de ne pas considérer comme factuel ce qui est supposé, interprété, imaginé, etc. Alors, bon réflexe en coaching, c'est finalement quelques questions de vérification. C'est sur quoi te bases-tu pour faire cette affirmation? Comment le sais-tu? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé factuellement? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Qu'est-ce qui a déclenché ta réaction? Qu'est-ce qui a été touché en toi? Quels sont les éléments de réalité qui t'amènent à cette conclusion? Donc voilà un type de quelques idées de questions qui vont vous permettre d'aider vos clients à porter une attention juste aux choses et à, bien sûr, faire la distinction entre tout ça et de savoir précisément de quoi on parle et d'avoir le mot juste sur ce dont on parle. Alors, j'ai préparé quelques ressources que je vais mettre à votre disposition. Vous pourrez me contacter et quelques coordonnées pour que vous puissiez me contacter. J'espère que j'ai encore un peu de temps pour répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas si Ayoub ou Nefissa, vous avez fait un tri sur les questions. Oui, je vais te lire. Alors, de la part de Amri, quelle est la différence entre la perception de la réalité et la vérité pour une personne? Alors, très bonne question. Quelle différence y a-t-il entre la perception de la réalité et la vérité? En fait, une personne va percevoir le monde, va percevoir le réel, et pour cette personne, ça va être sa vérité. De la même façon que la personne qui regarde le cylindre dans l'axe, il va voir un rond, et pour lui, ça va être sa vérité. Il va dire, si on lui demande qu'est-ce que c'est, il va dire, c'est un rond, c'est un disque. Donc, la vérité, c'est vraiment attaché à une proposition que l'on fait sur le réel. Et elle est attachée à l'individu. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Finalement, la perception de la personne, chacun a sa vérité, mais toutes les vérités ne se valent pas. C'est-à-dire, si quelqu'un voit un cylindre, même quel que soit l'endroit duquel il voit le cylindre, et qu'il dit que c'est un triangle, sa vérité, c'est une vérité, sa représentation est une représentation qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, il est dans une représentation déconnectée de la réalité, hors sol.
Donc c'est pour ça que toutes les représentations du monde ne se valent pas, en ce sens qu'elles ne rendent pas compte de façon fidèle au monde. Voilà pour cette très bonne question, la réponse pour cette très bonne question. Merci à qui l'a posée. Est-ce qu'il y a une autre question que tu as sélectionnée? Bon, il y a des affirmations, par exemple, de la part de Lim, elle dit très intéressant et le lien en coaching est génial et très astucieux, tu vois. La relation avec le coaching est superbe. Alors, Olfin, merci Benoît, c'est génial. Tu as plein de compliments. Donc, de la part de Johan, un discours pertinent pour nous, les coachs. Merci Benoît. De la part de Canel, merci, très intéressant. D'accord. Donc, très intéressant, le lien avec le coaching. Donc, question. Est-ce que pas de questions, j'essaie d'avoir des pas de questions. J'ai pris un peu de temps pour aller au fond des choses par rapport à c'est quoi le réel, de quoi parle-t-on quand on parle de réel, de quoi parle-t-on quand on parle de réalité, de quoi parle-t-on quand on parle de vérité. Donc j'ai pris un peu de temps et j'ai un peu étoffé ça et j'ai gardé le lien avec le coaching à la fin. Mais finalement, il faut bien savoir de quoi on parle. Quand je parle du postulat sur finalement c'est quoi le monde, c'est quoi la réalité, c'est quoi le réel, moi qui ai un peu étudié de façon très approfondie ces derniers mois la question, effectivement, il y a un postulat à faire et le fait que le réel existe. Alors, ce postulat vient apparemment à l'encontre de certains d'entre vous, hein, qui ont répondu non ou qui ont répondu je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que malgré tout, cette présentation, quel que soit le postulat que vous faites, peut être utile. En tout cas, pour moi, est très utile dans ma pratique de coach. Et j'espère que ça vous sera utile et bénéfique. Alors, il y a quelqu'un qui te pose la question, est-il possible d'avoir le rappel du titre de ton livre? Ah oui, merci, oui, bien sûr. Le livre s'appelle Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Il est édité aux éditions Robert Laffont et Monpoche. Et puis, si le sujet, donc ce livre parle ça, hein, parle pas de ça directement, mais ça parle de comment se reconnecter à soi-même. Ce premier livre sur le lâcher prise parle de finalement, c'est quoi soi-même? Ça tourne beaucoup autour de cette question, qui suis-je? Hein, c'est d'ailleurs un livre au cœur de la question, c'est une question qui est au cœur du livre. Qui suis-je? Et comment répondre à cette question qui suis-je? En fait, pour répondre à la question qui suis-je, pour savoir qui je suis réellement, ça part de l'attention juste à ce que je vis, parce que je vais pouvoir savoir ce que je vis à travers la réalité de ce que je vis, avoir des indices sur la réalité de ce que je suis. Il y a toute une démarche là-dessus qui est présentée dans ce livre. Et j'ai fait une playlist, parce qu'il y a un exercice dans le livre qui est particulièrement puissant et efficace. Et j'ai fait une playlist pour expliquer ça, qui est là, que je vous recommande d'aller voir, où je reprécise un petit peu les notions clés que je viens d'exposer dans cet exposé. Et je donne des indications pour faire cet exercice pratique qui est dans le livre. Les biais cognitifs. Je suis passé un peu vite sur les biais cognitifs, c'est très intéressant. Je voulais vraiment arriver au coaching, mais penchez-vous aussi sur la notion de biais cognitifs. Ça vaut le coup. Et là aussi, personne n'est à l'abri. Nous en avons tous. C'est inhérent à notre mode de fonctionnement. Et les meilleures façons de s'en prémunir, on ne peut pas les supprimer, mais c'est d'en être conscient et donc d'avoir une sentinelle, d'avoir d'abord beaucoup d'humilité, de ne pas se croire mieux que les autres ou quoi, et puis de mettre une sentinelle de vigilance à comment on réagit, comment on se comporte, et de veiller à ce que là, je ne suis pas sous l'emprise d'un biais cognitif. Alors, il y a toujours des compliments, pas de questions, tu vois. Merci beaucoup, c'est très intéressant de la part de Beneni, de la part de Laïla. Merci Benoît, merci Sef Tunisia Chapta. Merci de la part de Houdet aussi, merci beaucoup, tu vois. Donc, il n'y a pas de questions actuellement. Donc, effectivement… Ça a été clair. Pardon? Ça a été clair. Ah, ça a été clair, oui.
Alors, un grand merci, donc, Benoît, d'avoir partagé avec nous ton expérience et ton savoir. Également, merci à Ayoub, donc, qui s'est occupé de toute la partie technique de ce webinaire. Et bien sûr, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation à notre webinaire. Donc, le mot de la fin te revient, Benoît. Je te cède donc la parole. Ça me fait toujours plaisir de partager des choses qui me tiennent à cœur. Ça me fait plaisir de partager là, c'est un sujet qui me passionne en ce moment et je suis justement en train d'écrire un deuxième livre, je ne sais pas encore quelle forme il va prendre, mais qui tourne autour de ce sujet-là. Et donc, ça me donne l'opportunité d'échanger avec vous, d'avoir vos questions, c'est super. Et merci pour votre participation et encore une fois, vos questions tout à fait pertinentes et éclairantes.